Stéphane Vogetta, député des Français de l'étranger, député de la 5e circonscription, vous avez tenu à parler, expliquer une partie du programme du candidat que vous soutenez, Emmanuel Macron, tout ce qui a trait à la vie des Français de l'étranger et en quoi le programme de Macron s'adresse à nous. On vous laisse, vous avez 5 minutes. Écoutez, merci Jean-Guillaume, bonjour à vous, bonjour à tous les Français du Portugal. Et merci de vous intéresser à ces sujets importants. On est à quelques jours du second tour et il faut vraiment tous se mobiliser et aller voter. Quel que soit le bulletin que vous voulez mettre dans l'urne, il faut voter. Donc, j'espère vous donner quelques matières à réflexion. Alors, avant tout, pour commencer, je veux rappeler à tout le monde quand même que je suis donc député des Français de l'étranger. Et en ce qui me concerne, même si je suis un député qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le député de, disons, Bordeaux, j'ai quand même des préoccupations qui sont différentes et des préoccupations qui reflètent, en tout cas je l'espère et je le pense, les préoccupations de mes administrés qui sont les Français, en particulier du Portugal, mais aussi d'Espagne, d'Andorre et de Monaco. Et donc pour moi, une des premières raisons de voter et de choisir le bulletin Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron a un vrai programme pour les Français de l'étranger. Il l'a déployé, il l'a expliqué in extenso, et on a pu rentrer un peu dans les détails, même si la plupart de ces détails resteront à finaliser au cours de l'élaboration des lois qui s'en suivront lors de la prochaine législature. Alors, si on veut s'arrêter sur quelques-unes des mesures de ce programme de ce programme d'Emmanuel Macron pour les Français de l'étranger, je commencerai peut-être d'abord par celle qui consiste en la création de la notion d'une résidence de repli, à savoir reconnaître le fait que nombreux des Français de l'étranger qui ont choisi de vivre à l'étranger gardent souvent en France une résidence, un actif auquel ils retournent occasionnellement ou qui aurait vocation à les accueillir au moment de leur retour définitif en France. Eh bien, actuellement, la loi française considère cette résidence française des Français de l'étranger comme une résidence secondaire. Le concept que Emmanuel Macron a en tête serait de le transformer en résidence principale du point de vue de la loi et en particulier du point de vue de la fiscalité, ce qui permettrait notamment à ces résidences de repli d'être exonérées de la taxe d'habitation, mais aussi de bénéficier de certains avantages fiscaux rattachés là aussi aux résidences principales, comme par exemple les exonérations d'impôts ou les aides à la rénovation thermique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui intéressera beaucoup de familles, c'est évidemment l'enseignement français. Et là, il y a deux types d'enseignement français. Il y a l'enseignement français pour ces familles qui peuvent ou qui veulent scolariser les enfants dans leur réseau AEFE, le réseau des lycées français de l'étranger. Et là, la volonté est vraiment de continuer à avancer vers une AEFE confortée et modernisée, à savoir une agence de l'enseignement français à l'étranger. Cette agence qui gère, qui régit tout notre réseau, et en particulier les deux établissements français à Lisbonne et à Porto, ainsi que Redbridge également à Lisbonne. L'idée est de conforter l'agence dans ses moyens, de maintenir, voire même d'augmenter légèrement les budgets, tout en modernisant le fonctionnement, afin que cette agence, que ces établissements puissent accueillir le plus grand nombre d'élèves, continuer à monter en qualité, garantir la qualité et l'excellence de l'éducation française telle qu'on la connaît, tout en garantissant, et là je sais que c'est un point essentiel pour énormément de parents, tout en garantissant des frais de scolarité accessibles pour tous. Et dans accessible, il y a aussi visible, avec une visibilité à long terme. Ce qu'on ne peut plus faire, c'est prendre des décisions à court terme qui finalement aboutissent quelques années plus tard sur des sauts de cabri, on va dire, des frais de scolarité qui peuvent soudainement de 5 ou 10% sur 1 ou 2 ans. Donc il faut à nouveau s'asseoir tous ensemble, réfléchir, et il y a une volonté présidentielle de le faire. Et enfin, pour ces familles qui, elles, ne peuvent pas ou ne veulent pas choisir les établissements français à l'étranger, que ce soit simplement parce qu'ils n'en ont pas à proximité ou pour une question de coût, eh bien, il y a l'ambition de créer un pass éducation langue française pour tous les enfants français qui seraient inscrits au registre français de l'étranger, leur donner un crédit qui leur permettra d'acheter des cours de langue ou des cours d'histoire en français, ou voire même des examens de certification d'un niveau français auprès d'associations Flammes, auprès d'Instituts français, auprès d'Alliance française, auprès de la CNED. Bref, rapprocher l'éducation du français et en français de tous les enfants français de l'étranger, qu'ils soient scolarisés dans nos lycées ou pas.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Stéphane Vogetta pour ce premier point de notre programme croisé qui permettra justement aux électeurs de connaître les programmes des deux candidats. Merci beaucoup. Nous recevons Hervé Cardon, conseiller consulaire des Français du Portugal, élu sous l'étiquette Rassemblement National et qui participe à notre mission qui est de montrer quels sont les grands axes des programmes des deux candidats à la finale, on va dire, au dernier tour de l'élection présidentielle. Vous soutenez bien entendu Marine Le Pen comme pour votre adversaire, 3 thèmes. Quel est votre premier thème et on vous écoute, vous avez 5 minutes. Bon, alors, j'ai choisi comme premier thème la pratique des référendums. C'est au cœur des débats actuellement et ça concerne, comme les autres questions que vous verrez après, ça concerne essentiellement la liberté des citoyens, parce que c'est même fait c'est pour ça qu'on a inventé les référendums. Alors, pour bien comprendre ce que je veux dire, il faut mettre en perspective la problématique des référendums. Je les mets au pluriel parce qu'il s'agit des référendums d'initiative populaire et il s'agit des référendums classiques d'origine gouvernementale ou présidentielle. Bon, rappelons-nous que l'origine de ça, c'est De Gaulle en 58. Pourquoi est-ce qu'il a voulu instaurer ça? C'est pour une raison simple qu'on retrouve aujourd'hui, comme quoi l'histoire se répète, parce qu'il a voulu par là avoir un outil qui mette fin à la dictature d'une espèce de machta parlementaire des partis de la 4e République qui tournaient entre eux, qui se renvoyaient l'ascenseur et qui bloquaient tout. Bon, et notamment la volonté de l'exécutif et notamment son contact avec le peuple. Ça a été donc un outil de déblocage. Bon, alors vous pensez bien, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment historiquement, et jusqu'à aujourd'hui inclus, ça suscite de fortes résistances ou de fortes adhésions selon que les gens sont pour une liberté des citoyens ou contre. Et c'est très révélateur. Bon. Donc, suite à cette percée gaulliste, disons-nous, on a eu, tout au cours de la 5e République, une énorme résistance sournoise ou ouverte, voire très ouverte, de la caste UNPS, qui a reconstitué sous la 5e la même caste haïssable de partis plus ou moins dévalorisés, et de petites mafias, de petits clans, et donc l'UNPS a fait une résistance farouche au référendum. Alors, petit A, le référendum d'initiative populaire, il a été limité, il y a une résistance féroce qui est tapée, on en a fait quelque chose qui est inapplicable. On n'en a pratiquement pas eu. Pour montrer qu'ils ont réussi à mettre sur la touche ça. Il y a eu quelques référendums d'initiative présidentielle qu'ils ont laissé passer, et ben mal leur en a pris parce que, et là on voit le bout de l'oreille, le dernier et le plus cinglant, je dirais, c'est le référendum sur l'Europe, sur le traité de Lisbonne, et on a vu comment Sarkozy, tout de droite et tout gaulliste soi-disant qu'il était, comment il l'a immédiatement annulé un an après, en faisant un véritable coup d'État. Il faut bien dire que c'était un coup d'État, en faisant annuler par un parlement croupion aux ordres un vote majoritaire de 57% des Français contre ce traité. Pour vous dire que il y a eu donc une forte opposition au référendum par la caste politique. Bon. Ensuite, contre-exemple, il est revendiqué à l'envers. C'était une des principales revendications, souvenez-vous, des Gilets jaunes, qu'il avait mis dans leur cahier de doléances, justement pour retrouver une parole asphyxiée par le pouvoir depuis des années. Et également, on le retrouve chez la France insoumise aussi, qui sont un peu aussi des insoumis en quelque sorte et qui revendiquent le référendum d'initiative populaire également. Bon. Ensuite, alors passons à l'époque Macron récemment, c'est très révélateur. Macron fait une panique et un blocage total, je dirais presque un blocage psychologique sur le référendum. Il ne veut pas en entendre parler. Il a refusé tout référendum sur tous les sujets clés où il aurait fallu en faire, sur l'immigration principalement, sur l'Union européenne, cacher ce référendum que je ne saurais voir. Bon, donc on voit très bien de quel côté, et Macron, c'est pas étonnant compte tenu de son côté tyrannique. Pour terminer, j'en reviens au programme de Marine, parce que c'est justement la preuve contraire, la preuve par 9. À son programme, elle veut faire immédiatement, à très court terme, des référendums clés, immédiatement presque, l'un sur l'immigration justement qui a été écarté depuis 40 ans,
que par la classe politique, l'UMPS, et l'autre sur l'Europe, qui est quand même une des clés aussi de notre vie et de notre futur, etc. Donc sur deux questions clés de société, elle veut faire des référendums, et il y a une troisième qui est beaucoup plus importante parce qu'elle regroupe tout, et c'est la clé de voûte, c'est un référendum sur la possibilité de modifier la Constitution et d'appliquer donc des référendums et tous les types de référendums qui est très contesté de l'autre côté. Et là, on assiste. Alors, c'est ahurissant. C'est ce qu'a dit aussi Guénaud, l'ancien conseiller à l'Élysée, là récemment. Je lisais ça. On assiste à une véritable obstruction politique d'une part, de la part des REM. J'entendais, je voyais sur une chaîne de télévision un petit marquis LREM qui avait le culot de dire, mais cher monsieur, le référendum, c'est tel que le veut Marine, c'est la dictature, donner comme il l'horreur, donner la parole au peuple, mais c'est un véritable coup de force. Elle fait ça c'est un coup de force contre la Constitution. Enfin, on est traité de dictateur quand on fait appel au peuple, ce qui est quand même un tout petit peu surprenant, ce que lui a rappelé le professeur d'histoire, qui connaissait lui son histoire, qu'il avait en face de lui. Merci, et merci Hervé Cardon. On a bien compris le référendum. Une dernière phrase très importante aussi, et aussi une contestation juridique par Fabius, Conseil constitutionnel, qui veut aboutir à un gouvernement des juges en faisant soumettre l'article 11 et donc le président, un contrôle du président et de son application de l'article 11 par les juges, ce qui est totalement inacceptable. Donc, qui sont les démocrates et qui sont les dictateurs dans cette affaire de référendum? Voilà. Merci beaucoup Hervé Cardon. La French Radio. Portugal.